C'est beau la confiance, applaudir avant parce qu'on n'est pas sûr d'applaudir après. Oui, bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être là. Merci tout d'abord à l'invité du jour, Jean-Claude Van Coenberg. Je ne suis pas certain qu'il faille vous le présenter. Et les raisons d'être là, comme vous l'aurez sans doute appris par Facebook et par d'autres voies au moins aussi intéressantes, c'est-à-dire par la presse, que c'est l'occasion du bouquin que Didier Albin vient de sortir, un bouquin d'entretien entre Jean-Claude Van Coenberg et Didier Albin. Un bouquin qui n'est pas à proprement parler une biographie, parce que Jean-Claude pourra peut-être nous l'expliquer, qui est un abécédaire. Ça va de A comme affaire, l'alphabet est ainsi fait, à Z comme Zoulou. Là le rapport est moins évident. Toujours est-il, il s'agit de considérations diverses et qui sont baptisées de confidences douces et amères. Bon, on va peut-être voir s'il y a un peu plus d'amertume d'un côté, un peu plus de douceur de l'autre. Pour avoir lu le bouquin ces derniers jours, je vous avoue que j'ai plus souvent vu d'amertume ou de regret, mais c'est peut-être mon côté mal luné de journaliste qui n'a pas toujours écrit que du bien partout où il le fallait. Le bouquin dont je vous parlais, il est disponible, il sera tout à l'heure à la signature et de Didier Albin et de Jean-Claude Van Coenberg, dans la mesure où ils ont tous les deux participé au bouquin. Je suppose qu'ils sont d'accord de le signer tous les deux. Voilà. D'ici là, bon, quelques questions que le bouquin en question m'a inspiré. Mais tout d'abord, le titre, je vous le disais, Confidences douces et amères. Je voudrais savoir, selon votre vision, au bilan, il y a plus de douceur ou d'amertume dans ce que vous avez rassemblé en une cinquantaine de petits mots ainsi? Tout d'abord, merci de votre présence sympathique à cette rencontre. Didier Albin dit que, bon, comme je suis un des derniers représentants du Jurassic Park socialiste, ça entraîne nécessairement la curiosité. Je rappelle dans le livre que ma famille est originaire de Bernissard. C'est là qu'on a trouvé les iguanodons en 1878, et donc quand même, il y a une certaine filiation entre ce dont m'affuble Didier Albin et ma situation. Donc, moi, je pense qu'il y a plus de choses agréables et intéressantes que amères et sévères. Pourquoi? Parce que il faut regarder sur toute une carrière. J'ai commencé chez les jeunes socialistes à 16 ans. J'ai d'abord été député fédéral, et puis mailleur, et puis ministre, et puis ministre-président. Et puis après, seulement, il y a eu les affaires. Donc j'ai quand même une belle période de souvenirs positifs avant d'en avoir une qui est moins bonne. Et donc dans ce travail qu'on a conclu avec Didier, moi je ne voulais pas refaire une troisième biographie. Je ne sais pas si les plus anciens s'en souviennent, mais René Pirasquin avait déjà écrit 2 ans après mon accession au majorat Jean-Claude Ier, empereur de Carole-Régis. Bon. Et puis après, Michel Joris a écrit un 22, mais qui allait jusque les élections de 2004. Et donc en refaire un nouvel exemplaire avec toutes les contraintes chronologiques d'enchaînement ne m'intéressait pas. Et avec Didier, on s'était rencontrés une fois au restaurant. Il avait été intéressé par différentes anecdotes que je lui racontais. Et il me disait, on ne l'a jamais dit nulle part. Non. Et puis l'idée lui est venue de me proposer un abécédaire.
Bon, ça, c'était moins contraignant, on pouvait choisir un certain nombre de sujets. C'est comme ça qu'on a choisi 51 mots. Bon, il y en a qui s'imposaient d'évidence, mais Z Zulu, il a fallu que je me souvienne de cela. Y, c'était pas évident non plus. Là, je me suis souvenu de José Darras, chef de l'opposition, quand j'étais ministre du Budget, qui m'était rentré dedans dans un discours absolument critique qui ne laissait rien passer. Et ça m'avait passablement énervé. Et au début de ma réponse devant le Parlement, j'avais annoncé très sérieusement aux parlementaires que j'avais reçu un coup de téléphone du recteur de l'université d'Eyaka et que Darras était nommé docteur honoris causa. Bon, tout le Parlement a rigolé, lui un peu moins. Mais bon, heureusement qu'on avait trouvé ce yaka pour le Y, et comme ça, on a trouvé toute une série de mots. Il y a des mots qui s'imposaient, et il y a des mots qui me sont imposés. Didier Albert, avec son esprit critique, m'a contraint de venir sur une série de thèmes que naturellement je n'aurais pas traités. Je n'aurais pas traité le système radical, je n'aurais pas traité le népotisme, je n'aurais pas traité de Spinelaire, parce que c'est plus délicat ce qu'il y a lieu de dire. Il y a toute une série de thèmes que je n'aurais pas traités. Mais enfin, on a fait un mélange des deux, et ces 51 mots se veulent à la fois réflexion politique sur certains thèmes tout à fait sérieux, comme le socialisme, la fraternité, la Wallonie. Il y a des portraits, il y a 9 portraits au Picrate. Certains ne sont pas du tout aimables. Hein. C'est pas amer, mais il y en a qui sont franchement déplaisants. Oui, c'était voulu. C'est réussi. Dans la mesure où je pense qu'il n'avait pas été tout à fait correct, pour ne pas dire davantage, avec moi. Il y a des politiques et il y a des magistrats comme de Valkener. Et puis il y a beaucoup d'anecdotes. Ce matin, lors de la conférence de presse, on a bien ri. Quand j'en ai écréné un certain nombre, j'aime bien, par exemple, celle du prince Albert, du roi Albert II, qui, venant à Namur pour une grande séance relative au contrat d'avenir, on l'avait relié de cuir, et donc devant 200-300 personnes, je lui ai offert un exemplaire particulier du contrat d'avenir en lui demandant si il voulait bien en lire 1 ou 2 pages tous les soirs avant de s'endormir. Puis un an après, il est revenu pour faire un premier bilan. Je lui ai demandé si, est-ce que vous lisez régulièrement 1 ou 2 pages avant de vous endormir, et il m'a répondu oui, tout à fait. Et je ne prends plus mes médicaments pour dormir depuis lors. Bon, c'est plein d'humour, c'est un humour dont Albert II était coutumier, c'est pas le cas de son fils, où mes souvenirs sont moins rigolos. Et donc, voilà, et il y a beaucoup, on y viendra sans doute, d'anecdotes de ce genre. Donc c'est un mélange à la fois sérieux, dur, j'espère intéressant pour ceux qui voudront bien de parcourir. Le choix qui a été fait donc est celui de l'ordre alphabétique, et on le veut ou on ne le veut pas, l'histoire est ainsi faite. La lettre A, c'est A comme affaire. Alors évidemment, ce sont les affaires qui, faut-il encore le rappeler, les affaires qui ont abouti à votre démission, les affaires qui ont abouti à un blanchiment, une mise totale hors cause, d'ailleurs pour ce qui vous concernait. Et je voyais que dès le départ, c'est une citation, vous dites depuis le départ, j'ai été convaincu que le gibier, c'était moi. Vous êtes resté convaincu de cette vision de ceux qui vous poursuivaient, enfin qui avaient lancé les affaires. Tout à fait, le bâtonnier d'Anonymous, dans une carte blanche au soir, avait d'ailleurs intitulé sa carte blanche à Charleroi, la chasse à courre. Visiblement, j'étais le principal poursuivi dans l'exercice, et avec le recul, je pense que véritablement il y a eu un acharnement.
un acharnement vis-à-vis de moi, que j'analyse comme du populisme pénal. Le Covid a ses variants, le populisme a ses variants aussi. Il y a un variant qui s'appelle le populisme pénal, il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. C'est là où les magistrats se prennent pour des hommes politiques, être les redresseurs de tort dans une commune, font la leçon et essayent d'éliminer un certain nombre. À un moment donné, Plante a fait le collège à la place des socialistes, puisque toutes les semaines, il y en avait un qui était inculpé, en vertu de la stratégie erronée à l'époque de le pas de côté dès qu'on était inculpé et poursuivi. Maintenant, heureusement, le PS a changé sa jurisprudence et il enlève au pas de côté quand on est condamné définitivement, mais à l'époque c'était encore l'ancien système et les étudiants démissionnaient toutes les semaines les uns après les autres, et puis il y en a d'autres qui prenaient leur place, mais ceux-là étaient encore poursuivis, donc c'était un système aberrant. Mais moi je n'étais pas dans ce lot-là, mais on a quand même essayé de me poursuivre pour les affaires de la ville, et puis comme on n'a rien trouvé, on a poursuivi pour les affaires wallonnes, si on peut appeler ça affaires wallonnes. Et alors j'ai commis l'erreur immédiatement vis-à-vis des journalistes, et tout quand on me demandait à chaud qu'est-ce que vous pensez de la justice, je disais que je n'y croyais plus. Mais c'est une erreur d'avoir manqué de nuances dans ma réponse, parce que, comme l'a dit Alphonse Karr, on ne doit pas convaincre justice et juge, pas plus que curé et Dieu. Je trouve que c'est une belle formule. Et les juges assis, tous ceux qui finalement, au terme de toutes ces années, m'ont jugé, m'ont toujours acquitté. Donc je dois être nuancé dans mon approche. Je n'ai rien à dire. Ils ont pourfendu les irrégularités de procédure, ils ont fait supprimer 400-500 pages dans les dossiers qui étaient d'origine tout à fait illégale. Donc la justice, dans son fonctionnement de jugement, là, a été impeccable. Je ne peux pas dire l'inverse, 6 affaires, c'est acquitté dans tout, mon fils acquitté également. Par contre, le parquet et les juges d'instruction, en particulier la juge d'instruction, là, je ne suis que critique vis-à-vis de leur attitude. Éric Dupond-Moretti a cette formule que j'aime bien, il dit « Le juge d'instruction, c'est le frère jumeau du procureur et le cousin du policier ». Et donc, il y a une porosité entre des métiers qui ne devraient pas être aussi liés les uns aux autres. Mais ici, il y avait un couple infernal qui poursuivait. Et par le privilège de juridiction qui n'en est pas un, mon dossier a été transmis à Liège. Manque de pas, au moment où mon dossier est transmis à Liège, de Valkener devient procureur général à Liège. Donc je le retrouve. Il n'y a que les Namurois qui seront tranquilles maintenant, puisqu'il a pris ses invalides à la tête du tribunal de première instance de Namur. Et donc là aussi, il y a eu des poursuites à n'en plus finir, mais dont aucune n'a abouti, avec quand même cette situation extraordinaire qu'il y a une affaire qui avait échappé à la sélection qu'a fait le Parlement. C'était l'affaire d'une commande de meubles chez Paquet, qui avait dans ses bureaux boulevard Thierry. Et là, j'ai été poursuivi pour prise d'intérêt dans l'achat d'un mobilier pour l'Élysée. Et donc, le privilège de juridiction a fait que j'ai été jugé par les 5 plus hauts magistrats de la Cour d'appel de Liège, qui m'ont acquitté. Et de Valkener, ça a été en cassation. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Voilà les 5 plus hauts magistrats d'une cour d'appel, avec lesquels il travaille en permanence, puisqu'il est procureur général. Il m'acquitte, et non satisfait de cela, il va en cassation, qui le déboute avec peines et fracas. Et interrogé par la presse, j'ai envoyé un article qui dit « Je n'ai fait que mon métier ». Bon, ça c'est une formule un peu simple. Moi je crois qu'il a fait plus que son métier, qu'il y avait un véritable acharnement. J'ai déposé plainte contre lui devant le Conseil supérieur de la justice. Je me dis, je ne vais pas le laisser tranquille comme ça aussi facilement. J'ai déposé une plainte de 20 pages. Bon, il a dû en répondre par 40 pages, je ne sais pas. Je suis que ça ne l'a pas amusé tout à fait. Mais
Conseil supérieur de la justice m'a disculpé de toute faute. Vous connaissez cette histoire d'un garde champêtre qui, à un moment donné, les gens roulent trop vite dans le passage de son village. À un moment donné, il décide de sévir. Oh, une voiture qui s'amène à grande vitesse, il l'arrête. C'est le procureur général qui est au volant. Il regarde à gauche, il regarde à droite et il dit « Les loups ne se mangent pas entre eux, passez ». Donc, je pense que le Conseil supérieur n'a pas osé. Alors, évidemment, un magistrat, et puis je ne vais pas faire une grande analyse juridique sur tout ça, est irresponsable. Si c'est un magistrat assis, ben, il y a les degrés d'appel qui peuvent le corriger, mais un magistrat debout, il poursuit qui il veut, et s'il se trompe 10 fois, il se trompe 10 fois, il fait que son métier, il n'a pas de compte à rendre à personne. Donc le Conseil supérieur m'a dit, pour l'acharnement, bah, il n'a fait qu'appliquer la loi. Pour les violations du secret professionnel, on ne les a jamais identifiées. Pour les présomptions de culpabilité sur lesquelles il s'exprimait, bon, c'est son droit de s'exprimer. Enfin, bref. Mais j'avais quand même marqué. Donc le bilan de tout ça, c'est que la montagne n'a même pas accouché d'une souris, mais qu'on m'a pourri ma vie pendant 10 ans, de 2004. 2005 au moment de ma démission jusqu'à 2014, début des poursuites, bon, j'ai quand même souffert psychologiquement, du point de vue de la santé, du point de vue de la famille. Et donc ça, j'en veux, et donc c'est pour ça que je suis critique, notamment quand je fais les portraits de ces magistrats-là, et que, bon, mais comme un journaliste me questionnait dernièrement, me demandait si je réglais mes comptes. Non, je lui ai dit, je sors de mes comptes. C'est tout différent. Voilà. Il y a un auteur qui a dit, ne poursuis pas ta haine parce que c'est cohabiter avec ton ennemi. Comme j'ai décidé de ne plus cohabiter avec eux, je sors de tous ces débats-là par les propos que je tiens dans ce livre. Et plus profondément, l'explication que vous trouvez, que vous imaginez à ces poursuites, alors qu'on a beaucoup parlé d'une dépolitisation de la justice, la manière dont les magistrats étaient nommés, ça n'était plus des nominations entre copains comme ça a pu se faire à une époque, même qui a précédé celle à laquelle vous étiez en fonction. Mais il y a une explication particulière au fait que certains magistrats aient davantage axé leur recherche sur en partie le vôtre et sur votre personne en particulier. C'était politique. Il y a une inclinaison personnelle dans toute l'Europe où des magistrats, les petits juges ont voulu finalement régler toute une série de questions, de dysfonctionnements ou de malversations dont ils estimaient que le monde politique était responsable en France, en Allemagne. Donc il y a eu un mouvement des juges contre les politiques. Et à Charleroi, moi je cite souvent l'exemple, Vampel, on l'a arrêté 12 jours après son élection, en Namur. Je demandais à la TV si on avait distribué le même code pénal, parce qu'on n'a pas arrêté le bourgmestre de Namur qui était poursuivi pour la même chose. Donc je crois qu'il y avait un sentiment personnel antipolitique, et puis bon, oserais dire perfidement, qu'il ne faut quand même jamais oublier que Falconet, ça a été attaché de cabinet de Dehaene, comme militant PSC, et que je pense quand même que quelque part dans son esprit, ça peut l'avoir un peu influencé. Vous parlez beaucoup d'amitié dans ce bouquin, pour dire que généralement l'amitié en politique, vous avez comme un doute. Vous parlez plutôt de compagnons, de combats, des choses comme ça, mais l'amitié en politique, visiblement, vous n'y croyez pas trop, pour toutes sortes de raisons. Et quand on voit ce que vous dites de certains de ce qu'on pourrait imaginer être vos amis, puisqu'ils étaient du même parti, sans vouloir faire un bilan, une colonne à gauche, une colonne à droite, c'est le cas de le dire, mais il semble qu'il y en ait beaucoup plus à charge contre des gens qu'on a connus
en exercice à différents niveaux de pouvoir socialiste, et que, pour le dire comme je pense, vous flinguez allègrement. Bon, on va citer André Coles, qui, rappelez-vous, a été, dans la bio, il faut le rappeler, ministre notamment tutelle des communes, et vous dites, bon, à l'époque, il a littéralement voulu couper les vivres à Charleroi. Bon, et il l'a fait, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait dans le gouvernement wallon où il se trouvait, il y avait un ministre socialiste et wallon de Charleroi. Anti-Vanco. De Charleroi, et c'est carrément de l'anti-Vanco, parce que bon, il a participé à cette espèce d'étranglement, de volonté d'étranglement financier. Donc, on dit toujours dans les chansons, dans vos chansons, aujourd'hui et demain, camarade, ben camarade, je ne suis pas certain que le terme de camarade soit le mieux venu quand on voit comment certains vous ont traité. Ce n'est pas des camarades, ce n'est pas des amis, c'est pas... Il y en a d'autres plus loin, hein. Philippe Courard, dont vous dites aimablement qu'il était insipide, incolore et inodore quand il était votre ministre, et puis vous en remettez une couche en disant que quand même c'est lui qui a essayé de vous obliger à démissionner du seul mandat qui vous restait, celui de conseiller communal. Voilà, bon, il n'y a pas que des amis parmi les camarades, si je peux dire. Alors, je crois qu'il faut être nuancé sur cette question-là, dans la mesure où, d'abord, l'amitié, c'est une vertu rare. C'est une vertu qui exige la réciprocité, la fidélité. Un ami, comme l'a écrit Didier Albin, c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime quand même. C'est quelqu'un qui double les joies et diminue de moitié les peines. C'est assez rare. Je n'en ai que 4 ou 5 exemplaires que je cite dans mon livre. Un ami, c'est quelqu'un qui, à la limite, vous céderait sa place à un moment donné. Je pense qu'en politique, c'est une vertu assez rare. Et donc, le monde politique est un monde assez dur, est un monde de concurrence, est un monde de recherche de pouvoir, ce que l'un a, l'autre ne l'a pas nécessairement. Donc, là, on a un sentiment qui peut naître de fraternité, de camaraderie. C'est autre chose. Ça, c'est un sentiment horizontal, c'est partager avec d'autres un certain nombre de valeurs, de combats, de mobilisation, mais ça n'a rien à voir avec l'amitié, qui est un sentiment, lui, qui n'est pas général, qui n'est pas horizontal, qui est tout à fait resserré entre deux personnes. Et donc, des gens avec qui j'ai eu d'excellents rapports dans le monde politique, il y en a des centaines. Mais des simples militants, des députés, des responsables à différents niveaux. Je n'en ai pas fait la liste parce que ce n'est pas ça qui allait vous intéresser. Ce qui allait vous intéresser, c'était les quelques grandes oppositions que j'ai eues avec des hommes qui comptaient et avec des hommes qui ont influencé ma situation. Et c'est comme ça que je suis venu sur Coles, sur Courard, sur d'autres. Coles, c'est vraiment, je veux en dire 2 mots, j'ai eu de bons rapports avec lui, quand j'étais président national des jeunes socialistes, et tout ça, jusqu'en 1988, le congrès de participation, où les apartistes se sont opposés à Spitas et au projet du parti de conclure un accord avec Martens. Et donc là, Deus, Collignon, Vanco, à part, on est devenus les pestiférés. Et il y a eu des congrès partout. Je ne me rappelle pas dans le livre, mais je l'ajoute, que Spitas avait réuni tous les leaders locaux, donc tous les leaders régionaux, notamment Philippe Busquin. Il avait demandé à chacun, que pensez-vous des votes dans le congrès sur la participation? Busquin me dit 70% contre, 30% pour, 70% pour, 30% contre. Malheureusement, le congrès de Ransard a donné tout à fait l'effet inverse.
puis les confs, ils ont fait 70%, et d'autres ont gagné à Liège. Mais le Congrès national a quand même été favorable. Et à partir de là, Coles m'a mené une guerre personnelle, une guerre sur Charleroi, sur nos subsides, qui était un peu honteuse. Alors genre, il y a Brabant, un journal idéaliste qui a écrit un livre sur l'histoire de la Fédération de l'Île. Et il raconte cette anecdote qui est incroyable, où, à un moment donné, n'en pouvant plus de ne pas avoir d'aide de la région, d'être véritablement ostracisé, s'est demandé à Coles s'il voulait bien recevoir une délégation du collège de Chalon pour qu'on explique notre situation financière. Il ne voulait pas. J'ai dû faire intervenir Spital pour que le rendez-vous est quand même mieux. Et donc je me suis retrouvé à Namur, au cabinet du ministre des Affaires locales, qu'il était, avec Van Gompel, avec De Mac, encore l'un ou l'autre, reçu par Coles et Philippot, son chef de cabinet. Et donc j'ai entamé un long exposé, 3 quarts d'heure, j'avoue que c'était un peu long et détaillé. Il aurait bien mangé la table tellement il ne supportait pas mon exposé, tout à fait scientifique, financier et tout. Et à un moment donné, il a pris sa main, il a tapé sur la table, il a dit « C'est fini, tu te fous de ma gueule depuis 3 quarts d'heure, c'en est terminé. Non seulement tu ne vas rien recevoir comme aide, mais pire que ça, je vais t'envoyer un commissaire spécial du gouvernement wallon pour diriger la ville à ta place. C'est tout ce que tu vas gagner. » J'ai pris ma main, j'ai fait comme paf, j'ai tapé sur la table, j'ai dit, eh bien, ton commissaire, quand il sortira de la gare et qu'il passera le pont, je le fous moi-même la gueule dans l'eau. Bon, voilà comment le débat était en train de s'organiser. De Mac intervient, il dit, mes amis, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un peu de sérénité dans un débat, salue la technicité de Jean-Claude, etc. Le chef de cabinet Philippot de Coles lui dit, toi, avec ta chemise de PD, une chemise rose vif, toi, avec ta chemise de PD, tu la fermes. Le Mac, je l'ai PD, pauvre encore un petit peu, tout le monde se battait dans le cabinet là-bas. À la sortie de la presse, tout s'attendait. Comment ça s'est passé? Ce fut un entretien franc et loyal. Bon, donc voilà. Et on n'a strictement rien dit. L'autre, ça c'est marrant, à moitié, si l'on peut dire, et l'autre élément tout à fait particulier dont je parle, c'est en juillet 1991, j'ai rendez-vous avec Coles. Il est venu au banquet de la SMAP qui a lieu au Palais des Expos. Comme bourgmestre, je suis à la table d'honneur en face de lui. Il y a 1000 mandataires locaux qui gueuletonnent sur le compte de la SMAP. Les 1000 types qui ne cessent de regarder si on va s'envoyer la soupière à la tête ou qu'est-ce qui va se passer. Et étonnamment, à la fin du repas, il me dit, est-ce que tu peux venir me voir à Liège, à Flémal? Oui, bien volontiers. C'est pourquoi? C'est pour parler des aéroports. Donc, date est prise. Et le matin, mon chauffeur de la ville vient et me dit, vous allez quand même à Liège? Je dis, pourquoi tu ne connais pas? Mais je viens d'entendre que Coles avait été assassiné. Et j'avais rendez-vous en jeu. Mais comme de temps en temps il avait la boisson un peu facile, je lui ai dit, comme il était assassiné, il a sûrement mal entendu. Il dit non, c'est le ministre de la Justice, c'est plus son nom, mais il l'a annoncé lui-même. Je vérifie, effectivement, il a été assassiné le matin. Et il avait mis dans son agenda Radco, entre parenthèses, 3. Il n'a pas fallu 8 jours pour que la PJ descende ici à Chalon pour savoir. Le jour où il est assassiné à 8h30, ils doivent me voir à 9h03. C'est parce que j'avais dit que je pouvais venir avec 3 personnes parce qu'après la rencontre, il n'y avait un repas. Alors, le commissaire, j'ai oublié son nom, qui est venu,
ne prenez pas ça du tout à la légère. Il me dit, oui, mais vous le connaissez depuis longtemps avec lui, vous êtes disputé avec lui, oui, bon, une vingtaine de fois. Moi, je me suis réconcilié 21 fois, là, et j'allais sans doute me réconcilier avec lui. Mais je lui dis au commissaire, écoutez, j'ai un alibi hein, incontournable. Un, j'ai jamais tiré avec un revolver. Deux, grimper une colline en courant, ça me paraît difficile pour moi. Trois, sauter sur une moto et démarrer, j'ai jamais conduit de moto. Le commissaire me dit, je vois que vous prenez ça à la légère, me dit-il, bon,